Après avoir évoqué la guerre de 7 ans qui met aux prises les grandes nations maritimes européennes du XVIIIe siècle pour le contrôle de l'économie mondiale, nous allons maintenant prendre un exemple historique, développer un exemple historique, celui d'un grand port du commerce atlantique, et j'ai choisi Bordeaux. L'occasion pour toi de découvrir en quoi non seulement Bordeaux est un grand port du commerce atlantique, mais également te demander en quoi le commerce triangulaire atlantique a-t-il contribué à enrichir le port et la ville de Bordeaux au XVIIIe siècle. Hein, on avait constaté cet enrichissement grâce au tableau de Joseph Vernet, et on va maintenant le découvrir grâce à d'autres documents historiques. Au cours de cette première partie de séance, tu vas découvrir que Bordeaux est devenu un des principaux ports du commerce du XVIIIe siècle, tout simplement grâce à sa situation géographique privilégiée. En histoire, on a souvent besoin de la géographie. La preuve avec cette carte. Ce qui va faire la prospérité, la richesse, la chance de Bordeaux, eh bien c'est justement la géographie. C'est-à-dire que Bordeaux n'est pas Marseille. Marseille a l'infortune d'être située sur la façade méditerranéenne. Alors ça avait été sa chance au Moyen-Âge, quand le cœur du commerce mondial battait justement de part et d'autre de la Méditerranée. Mais on l'a vu quand on a fait la première séance, rappelle-toi, tu as découvert que le cœur du commerce mondial du XVIIIe siècle s'était déplacé dans l'Atlantique Nord. Or, il se trouve que Bordeaux est en façade de l'Atlantique Nord. Bon, c'est pas le seul port de France dans cette situation, hein. Nantes, La Rochelle, Le Havre, pourquoi pas, sont aussi dans ce cas-là, mais Bordeaux est remarquablement bien situé puisqu'il est face finalement à l'Amérique du Nord et sur la route des îles du vent, c'est-à-dire les îles à sucre des Caraïbes, Guadeloupe, Martinique et Saint-Domingue. Et l'on voit se dessiner sur cette carte la logique économique du commerce triangulaire, une logique géographique dans le sens où les marchandises ne circulent que dans un sens très précis, dans un ordre très précis qui répond à une logique commerciale implacable. De Bordeaux part le vin, on l'a vu, mais aussi de la quincaillerie, ce qu'on appelle avec parfois un certain mépris aujourd'hui de la verroterie, c'est-à-dire des objets d'artisanat en métal ou en verre, des draps. C'est ce que nous précise un témoin de l'époque, le comte de La Rochefoucauld. Et ces produits qu'on appellera manufacturés, produits d'artisanat, on ne parle pas encore vraiment d'industrie au XVIIIe siècle, les tissus aussi, les draps, prennent la route de l'Afrique à bord de navires qui donc renferment dans leur cale ces produits, parmi lesquels on trouve aussi des fusils d'ailleurs. Et ces produits arrivent sur la côte atlantique, à l'ouest de l'Afrique, à l'entrée du golfe de Guinée, à hauteur de ce qu'aujourd'hui on appellerait le Sénégal. Là, les marchandises sont échangées contre des esclaves. Des esclaves qui sont vendus par des Africains, d'ailleurs, et ces esclaves africains sont vendus par leurs propres frères, puisqu'ils sont échangés contre la marchandise venue de Bordeaux. De là, les esclaves prennent contraints et forcés la route de l'ouest,
et traverse l'Atlantique, ce que l'on appellera la traversée du milieu. Cette traversée de l'Atlantique qui va donc les emmener d'Afrique jusqu'au Brésil s'ils descendent dans l'Amérique du Sud, jusqu'aux Antilles, Caraïbes, si telle est leur route, ou jusqu'en Amérique du Nord s'ils se rendent dans ce qu'on appelle les 13 colonies britanniques. Arrivés à destination, les esclaves, enfin du moins les survivants, sont vendus. Ce qui fait que le capitaine du navire a beaucoup d'argent, mais les cales vides au moment de rentrer en Europe. Donc, avec l'argent des esclaves, il va acheter le sucre, le coton, le café, l'huile, etc., c'est-à-dire des produits coloniaux qui ne valent pas très cher sur place, puisqu'on les cultive en grande quantité, mais qui seront revendus à prix d'or à leur retour en Europe. Là voilà la logique du commerce triangulaire qui va faire la richesse du port de Bordeaux. Et poursuit notre témoin François de La Rochefoucauld dans son récit de voyage de 1783, le vin est la branche la plus avantageuse à Bordeaux même, puisque c'est une richesse qui se renouvelle tous les ans. Plusieurs personnes m'ont dit que les 2/3 de ses habitants étaient occupés au vin. Alors, ce chiffre n'a peut-être pas une grande rigueur statistique, il est probablement exagéré, mais il est vrai qu'entre les marchands de vin et les dockers qui vont se coltiner le transport du vin en tonneau jusque sur les navires de haute mer destinés à porter le vin jusque dans le Nouveau Monde, eh bien effectivement beaucoup de gens sont intéressés au vin. C'est ce que nous montrait d'ailleurs l'autre tableau, l'autre vue de Bordeaux de Joseph Vernet, effectivement avec le chariot de bœufs tirant des tonneaux de vin sur la grève. Et c'est une richesse qui se renouvelle tous les ans, comme le fait observer François de La Rochefoucauld, tout simplement parce que, bon an mal an, pour peu qu'il n'y ait pas d'orage de grêle, le vignoble se reconstitue tous les ans, c'est-à-dire que tous les ans, à la fin de l'été, une récolte permet de produire du vin nouveau qui sera commercialisé quelques mois plus tard. Nous avons sous les yeux un graphique qui nous décrit le commerce du port de Bordeaux tout au long du XVIIIe siècle, de la mort de Louis XIV finalement jusqu'à la veille de la Révolution française, autrement dit de 1715 à 1787. Et donc, on a la guerre de 7 ans, 1756-1763, qui est compris dans cette période. Et malgré la guerre de 7 ans, qui n'est jamais très bonne pour le commerce, eh bien, on voit que le port de Bordeaux a connu une croissance, alors certes peut-être pas régulière, mais quand même forte sur le XVIIIe siècle, puisque le commerce bordelais a été multiplié par, à la louche 3, il a triplé. L'unité de mesure étant les tonneaux. Les tonneaux, c'est l'unité de mesure utilisée dans le commerce maritime de l'époque. Plus un navire a de tonneaux, plus sa cale est grande, plus il peut emporter de marchandises, c'est ça que cela veut dire. Et ce qui va être intéressant, c'est ensuite de se demander avec qui Bordeaux fait du commerce, sachant que donc Bordeaux triple son commerce avec ses partenaires. Eh bien, ce deuxième graphique nous apporte la réponse, puisque l'historien qui a beaucoup travaillé sur le commerce bordelais du XVIIIe siècle a distingué 3 types de partenaires.
ce qu'on pourrait appeler les partenaires européens, donc les barres graphiques en bleu, les partenaires des colonies, c'est-à-dire les plantations de canne à sucre, de café, des îles du vent, c'est-à-dire les îles à sucre des Antilles essentiellement, ou les colonies nord-américaines, même si elles sont anglaises. Et puis pour finir, les barres en violet, lilas, mauve, ce que l'historien appelle le commerce de proximité. Bon, j'imagine que ça doit être le reste du royaume de France. Et donc, pour chaque période ou chaque année retenue, si on accumule les 3 barres graphiques, on arrive normalement à un total de 100%. Et ce que l'on voit, par exemple, c'est qu'en 1715, au début véritablement du XVIIIe siècle, pour les historiens, ben c'est très net, les 3/4 du commerce du port de Bordeaux se fait à l'échelle de l'Europe. Cette proportion est tombée à un peu moins de la moitié à la fin du XVIIIe siècle. Alors, ça ne veut pas dire que Bordeaux refuse la clientèle européenne, que Bordeaux ne fait plus de commerce avec l'Europe. Ça veut simplement dire que d'autres partenaires ont pris beaucoup plus d'importance et ont pris des parts de marché aux commerçants européens. Et en clair, si la barre en bleu baisse, c'est parce que d'autres barres progressent. Et donc si on regarde bien, eh bien là aussi c'est très net. C'est pas tellement le commerce avec les autres partenaires du Royaume de France qui progresse, puisque il n'a jamais dépassé le tiers du commerce total, c'était le cas entre 1720 et 1724. Non, en réalité, ce sont les colonies, notamment les îles à sucre des Antilles, qui vont permettre à Bordeaux de développer son activité commerciale au XVIIIe siècle. Parce que de 6,4% en 1715, le commerce des colonies atteint 30%, c'est-à-dire 5 fois plus, à la fin du XVIIIe siècle, à la veille de la Révolution française. Donc ça prouve que Bordeaux est particulièrement bien impliqué dans le commerce atlantique, en particulier avec les Antilles, et que finalement la guerre de 7 ans et la perte temporaire des îles à sucre françaises capturées par les Anglais, finalement n'ont pas pesé très lourd pour Bordeaux, contrairement à d'autres ports atlantiques qui ont moins bien vécu la période et qui ont été plus lourdement impactés par la perte définitive du Québec, comme par exemple le port de La Rochelle qui a eu plus de mal à s'en remettre. Alors, Bordeaux n'est pas qu'un port qui vend du vin et achète de la canne à sucre, on l'a vu tout à l'heure. Bordeaux est un port inscrit dans la logique du commerce triangulaire, et l'une des 3 dimensions du commerce triangulaire, c'est la vente des esclaves. C'est un des 3 segments du triangle. Et cela veut donc dire que la richesse de Bordeaux s'est bâtie sur le fait que Bordeaux était un port négrier de la façade atlantique. Alors, je t'ai dégoté une carte des grands ports négriers de la façade atlantique au XVIIIe siècle. Et donc, force est de constater que Bordeaux n'est pas le seul port dans ce cas, c'est bien au contraire. Même des ports d'ailleurs méditerranéens comme Marseille ou Barcelone sont aussi des ports négriers. Ça veut dire qu'ils vont faire commerce d'esclaves, c'est-à-dire que ces ports vont indirectement acheter et vendre des esclaves. Je dis bien indirectement parce que je te rappelle ce que je t'ai dit l'autre jour, les esclaves noirs ne sont pas destinés à venir en France ou même en Europe. Les esclaves noirs seront achetés
par des marchands, des négociants bordelais ou européens en Afrique et déportés depuis l'Afrique jusque dans le Nouveau Monde sans jamais passer par l'Europe. L'esclavage est interdit sur le territoire du Royaume de France. Mais on constate que Bordeaux est loin d'être le principal port négrier européen, hein, puisque le principal, c'est quand même le port de Liverpool. D'ailleurs, c'est pas compliqué, les 3 principaux ports négriers européens du XVIIIe siècle sont britanniques, Liverpool, Bristol et Londres. Et que même à l'échelle française, Bordeaux est loin derrière Nantes, mais même derrière La Rochelle ou Le Havre, Bordeaux ne doit être que le 4e port négrier de France, mais néanmoins, il n'en fait pas mystère, hein, il ne s'en cache pas. Et la preuve, c'est qu'il n'est pas rare de croiser encore aujourd'hui, en se promenant dans les rues de Bordeaux, les rues de Bordeaux du XVIIIe siècle, d'élégantes sculptures qu'on appelle des macarons. Alors, c'est pas les pâtisseries, hein, les macarons, les mascarons, mais ça se prononce macaron, qui sont des représentations à tête de nègre, comme on disait à l'époque, et qui sont une manière de célébrer l'esclavage et de célébrer plus exactement la richesse qu'apporte au port et à la ville de Bordeaux le trafic des esclaves au XVIIIe siècle. Et je t'invite à découvrir ce petit reportage intitulé « Bordeaux face à son passé et plus particulièrement face à son passé négrier ». C'est un extrait du journal télévisé du 20h de France 2 qui date de décembre 2017 et qui montre que le patrimoine immobilier du Bordeaux du XVIIIe siècle continue à célébrer la mémoire de négociants et d'armateurs bordelais qui ont trempé dans la traite des Noirs, c'est-à-dire l'esclavage, au titre du commerce triangulaire.